Ok, cette fois ça y est, on entre enfin dans la renaissance Disney. On va vivre quelques mois remplis de bons films et de nostalgie, alors préparez-vous à retrouver vos souvenirs d'enfance. On y va. Il fait beaucoup trop chaud. Bon, je vais pas vous refaire en détail toute l'actualité Disney à la fin des années 80, pour ça je vous renvoie au cinépop précédent, mais en gros, c'était pas la joie, et la compagnie pensait sérieusement à laisser tomber l'animation. Il y a eu le gros échec Taram, et puis du mieux avec Basil et Oliver, mais toujours rien d'incroyable. Mais les nouveaux animateurs, réalisateurs et scénaristes, qui avaient à ce moment-là presque totalement remplacé l'ancienne génération, en étaient sûrs, le cinéma d'animation avait encore beaucoup de choses à offrir. Et même lorsque le département a été déplacé, passant des mythiques studios de Burbank à quelques bureaux basiques sur un parking de Flower Street, leur motivation n'a pas baissé, au contraire. Ils avaient quelque chose à prouver. Ron Clements, l'un des réalisateurs de Basil, avait proposé La Petite Sirène lors d'un gang show, grande réunion où tout le monde pouvait donner des idées. Et évidemment, l'idée est refusée. Bah oui, vous comprenez, il y a la suite de Splash qui arrive, donc faudrait pas qu'il y ait deux films qui se ressemblent. Si, Splash avec Tom Hanks, le film dont on se souvient aujourd'hui uniquement pour sa censure débile sur Disney+. D'ailleurs, je l'ai vu pour préparer ce cinépop, et c'est franchement passable. Heureusement, Jeffrey Katzenberg, le président de l'époque, rappelle Clements un peu plus tard, pour lui donner le feu vert. Imaginez si on n'avait pas eu La Petite Sirène à cause de Splash 2. Déjà que Splash 1 c'était pas bien, mais alors... Splash 2 verra d'ailleurs quand même le jour, en 1988, sous la forme de téléfilm, sans aucun des acteurs du film d'origine, et avec un scénario qui contredit le final du premier. Donc on aurait pu passer à côté de la Renaissance à cause de ça. Bref, Clements se met à bosser sur le scénario, avec celui qui deviendra son compère éternel, John Musker. Ils seront rejoints par Howard Ashman, parolier, et Alan Menken, compositeur. Et si j'en parle si rapidement, c'est parce que pour moi, ils font partie intégrante du succès des premiers films de la Renaissance. Quand vous pensez à Ariel, vous la voyez dans sa cave, qui chante Partir là-bas, et même sans avoir vu le film depuis quelques années, vous connaissez encore les paroles. Ou si je vous mets juste ça, vous savez de quelle chanson il s'agit. Ils ne collaboreront malheureusement que 3 fois ensemble, Ashman décédant du sida durant la production d'Aladin. Waouh, gros niquage d'ambiance là. Bon, tant qu'on parle de trucs pas cool, si on parlait de l'histoire originale. Écrit par Hans Christian Andersen, dans les années 1830, le conte est, comme d'habitude, bien moins fun que sa version Disney. Le début est similaire, une jeune sirène sauve un prince de la noyade, elle apprend plus tard par sa grand-mère que les hommes qui vivent sur Terre ont une âme, et vont au paradis quand ils meurent. Alors que les sirènes, quand c'est fini, elles se transforment en écume et puis basta. Pas de paradis pour les poissons. Mais il y a un moyen d'avoir une âme, se faire aimer par un homme et l'épouser. Ouais, femme, si tu veux une âme, il faut d'abord un mari. Elle va donc chez la sorcière du coin et demande d'avoir des jambes. Ah, et chez Andersen, comme dans la mythologie, les sirènes, elles montent à la surface pour attirer les pêcheurs. Du coup, parfois, dans le fond de l'eau, il y a des restes humains. Pas glauque du tout. La sorcière accepte, mais il y a un prix. Enfin même plusieurs. Déjà, elle lui coupe la langue, mais en plus, la transformation sera hyper douloureuse, et quand elle aura des jambes, chaque pas qu'elle fera sera comme si elle marchait sur des couteaux. Ah, et si le prince se marie avec quelqu'un d'autre, elle meurt, sans âme. Fallait avoir envie quand même. Elle retrouve le prince, tout se passe pas trop mal, mais vu qu'elle ne parle pas, lui ne tombe pas vraiment amoureux, et la voit plus comme une bonne pote. Et ouais, dites-vous que même la petite sirène s'est fait friendzone. Le prince rencontre une autre femme, celle qu'il pense l'avoir sauvée au début, et c'est le coup de foudre. Ils se marient, et la sirène est condamnée. Je vous jure, c'est aussi désespéré que ça. Et c'est pas fini. Toutes ses sœurs ont sacrifié leurs cheveux pour amener un couteau à la sirène. Et si elle tue le prince et verse son sang sur ses pieds, elle pourra en redevenir une. Mais elle l'aime trop et ne peut pas le tuer. Elle s'apprête à mourir, se jette dans l'eau, acceptant son sort, mais au lieu de se transformer en écume, grâce à sa bonne action, elle se transforme en genre d'ange, et si elle fait le bien pendant 300 ans, elle pourra finalement aller au paradis. Putain, il y a plus de retournements de situation qu'à la fin de Sex Crime avec Denise Richards. Franchement, si t'as la rêve, bravo, mais on sait tous pourquoi tu te souviens de ce film. Donc ouais, ça finit pas de façon hyper tragique, dans le sens où elle meurt pas, mais on est très loin d'un « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Après quelques projections tests, les gars de chez Disney ont vite compris qu'ils avaient quelque chose de spécial entre les mains, et ont donc misé à fond sur le marketing du film, avec par exemple Alyssa Milano, dont les traits ont inspiré Ariel, qui t'expliquait pendant une demi-heure pourquoi il fallait aller voir le film, racontant quasiment tout, avant de terminer par « Oh, mais je vais pas vous raconter la fin !» And you'll never guess what happens. Bon, t'es très gentil Alyssa, mais je pense que tout le monde sait ce qui va se passer à la fin. Mais nous, on va commencer par le début. Pourquoi c'était long comme intro ? Bon, je pense qu'on va pas non plus faire tous les films de la Renaissance scène par scène, parce que tout le monde les connaît, mais replongeons-nous, t'as compris ou pas ?
Replongeons-nous rapidement dans l'histoire de la petite sirène, version Disney. Dès notre première rencontre avec Ariel, on sait qu'elle sera différente de toutes les autres princesses Disney qu'on a connues jusqu'à présent. Le regard curieux, la soif d'aventure, une insouciance adolescente, et surtout cette envie de se démarquer, de ne pas être juste la 7ème fille du roi Triton. Sa différence se marque dans ce qu'elle aime. Et ce qu'elle aime, c'est la culture des hommes, ceux qui vivent sur Terre. Regardez sa joie quand elle trouve une fourchette, quoi. Et pendant ce temps, dans les profondeurs, Ursula l'observe, mettant petit à petit un plan en place, et en voyant ces deux murènes, qui sont vraiment les pires animaux qui existent, la surveiller. Triton est fâché parce que déjà, Ariel n'était pas à la fête prévue ce jour-là. Mais en plus, elle était à la surface, ce qui lui est interdit. Attristé par le comportement de son père, Ariel... Elle chante. C'est le fameux Partir là-bas, chanson culte et mémorable qui a failli ne pas être dans le film. Katzenberg, encore lui, voulait la couper. Il la trouvait ennuyeuse et en plus, pendant une projection test, des enfants avaient été plus intéressés par leur popcorn que par la chanson. Mais l'équipe du film a réussi à lui faire changer d'avis. Et heureusement, parce qu'au-delà de la mélodie prenante et de l'interprétation, c'est surtout une chanson qui est narrativement capitale. C'est l'explication de tout ce que pense et veut Ariel. I want more. Et ça permet au spectateur de se ranger de son côté dès le début du film. C'est une idée narrative qui reviendra dans la plupart des Disney suivants. Que ce soit Belle, Mulan, Hercule, Pocahontas, Aladdin ou même Elsa, parce que oui, Let It Go c'est typiquement un I Want song, ils ont tous ce moment qui les définit et permet au spectateur de s'attacher à eux. En l'occurrence, Ariel, elle, ce qu'elle veut, c'est être humaine, découvrir cet autre monde, marcher, danser. Elle a une immense curiosité et veut se défaire de sa condition imposée par son père. C'est pour ça qu'elle veut devenir humaine. Oui, je pointe ça du doigt parce qu'on va en reparler de ses motivations à troquer sa queue pour des jambes. Pour en revenir à la chanson, parce que je pense honnêtement que c'est l'une des meilleures de l'histoire de Disney, tout y est. Les émotions, la colère au début, l'humour avec les mots inventés pour ces objets, la joie quand elle parle du monde hors de l'eau, puis la tristesse, la résignation, et cette image d'Ariel, prise au piège, enfermée, au moment le plus intense musicalement. C'est brillant, et ça me fout des frissons à chaque fois. Le film a d'ailleurs gagné l'Oscar de la meilleure chanson, pour Sous l'océan. Bon, je comprends, c'était beaucoup plus populaire, mais franchement, celle-là est mieux. Se foutant complètement de ce que lui a dit son père, elle monte à la surface dès qu'elle voit passer un bateau. Elle jette un œil et remarque le prince Eric. Il y a une tempête, il tombe à l'eau, elle le sauve, et tombe amoureuse dans la foulée. Du premier humain qu'elle voit de près, ouais. On est toujours chez Disney, hein. Elle lui chante une nouvelle version de sa chanson, avec des paroles cette fois tournées vers lui en particulier, et retourne dans l'eau. Lui ne se souviendra que de sa voix, mais elle le sait, un jour, elle fera partie de son monde, de sa vie. Sébastien, le crabe musicien, tente bien de lui redonner goût à la mer, avec Sous l'océan, mais impossible de lui enlever tout ça de la tête. Et ouais, ok, je comprends l'Oscar, c'est putain de catchy comme chanson. Tout ça ne passe pas inaperçu aux yeux d'Ursula, qui va profiter d'une nouvelle grosse colère de Triton pour utiliser la faiblesse d'Ariel et de ses rêves pour lui faire passer un contrat. Elle pourra aller sur la terre ferme, mais elle perdra l'usage de sa voix, et surtout, si en 3 jours elle n'a pas charmé le prince et reçu le fameux baiser d'amour, alors elle deviendra l'un de ces trucs informes chez Ursula, et lui appartiendra. Ouais, de nouveau 3 jours comme dans Oliver et compagnie. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça les méchants Disney. Mais comment charmer sans parler? Et pourquoi Ursula fait ça? Qu'est-ce qu'elle y gagne? On va en reparler après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Elle hésite un peu, mais accepte. Sa queue se fend, elle a maintenant des jambes et fonce à la surface. Comme une seconde naissance, elle a maintenant celle qu'elle a toujours voulu être. Elle est comme elle a toujours voulu être physiquement. Après une sorte d'opération, son père rejetait son choix. Ouais, l'allégorie est assez claire. Sur Terre, elle tombe évidemment directement sur Eric, qui pense la reconnaître, mais vu qu'elle ne parle pas, et que celle qui l'a sauvée chantait, ça peut pas être elle. Mais comme il est sympa, il la ramène au château. Bon, faut juste espérer que personne lui demande pourquoi il ramène des gamines de 16 ans à moitié nues, mais... Et pour son problème de voix, ça existe. Si elle sait signer le contrat, c'est qu'elle sait écrire un minimum. Mais c'est un détail. Une fois au château, la narration se calme un peu. On a de l'humour avec Sébastien, un petit jeu de séduction entre Ariel et Eric, mais surtout Ariel qui découvre tout ce qu'elle a toujours voulu voir, profitant de chaque seconde, et c'est ça, au-delà de son physique, c'est son émerveillement face à tout, sa joie de vivre communicative, qui va plaire au prince, jusqu'à ce moment, suspendu, où le baiser devait arriver. Et non, bah non, il faut un 3e acte, ça peut pas être si facile. Les murènes d'Ursula les font tomber à l'eau, et dès le lendemain, une nouvelle Ursula, avec quelques tentacules et kilos en moins, mais surtout la voix d'Ariel, débarque au château. Con comme une brique, le prince reconnaît la voix, et annonce son mariage avec la nouvelle venue, le jour même. Avec l'aide de plus ou moins tous les animaux disponibles, Ariel réussit à arrêter le mariage, récupère sa voix, mais c'est trop tard. Elle plonge,
et commence à se transformer, maintenant qu'elle appartient à Ursula. Mais Triton, qui ne peut pas laisser ça arriver, se sacrifie pour sa fille, cède son trident et sa couronne, et se soumet à la sorcière des mers. Ursula a gagné. Parce que c'est ça qu'elle voulait, le pouvoir. Elle s'en fout d'Ariel. Ariel, c'était juste une façon d'atteindre Triton. Ariel et Eric tentent de la contrer, du coup, elle devient immense parce que elle a le trident et peut tout faire, j'imagine. Alors Eric utilise son bateau pour la transpercer. Radical. Tout est bien qui finit bien, Triton change sa fille en humaine, ayant appris de ses erreurs, il se marie, tout le monde est content et voilà, c'est fini et c'était excellent. Vous l'avez sûrement compris pendant le résumé, mais j'aime énormément ce film. Et franchement, avant de le revoir, je pensais pas qu'il allait tant me plaire. Impossible de ne pas voir l'immense bond en avant par rapport aux productions précédentes. Déjà visuellement, c'est pour moi le plus beau Disney depuis Pinocchio, qui servira d'ailleurs de modèle pour les scènes sous-marines. Au total, 3 studios se sont répartis le travail, puisqu'ils ont dû ouvrir un nouveau studio annexe pour l'animation de certaines scènes, et qu'un studio chinois a été engagé uniquement pour les bulles. Il y a des gars, pendant des semaines, ils ont juste fait des bulles. Enfin, ils les ont dessinés, quoi. Les personnages sont plus nuancés, la musique est instantanément mémorable, il y a plusieurs niveaux de lecture, et bien que la formule Disney soit classique et connue, le soin apporté à Ariel, Triton ou Ursula fait qu'on est totalement investi dans tout ce qui se passe. La façon dont on perçoit le film est, je trouve, très intéressante. Il y a quelques années, Keira Knightley avait dit sur un plateau télé qu'elle ne montrait pas la petite sirène à sa fille. Parce que pour elle, le film renvoyait une mauvaise image de la femme. Elle n'est pas la seule à le penser, parce que dans l'inconscient collectif, quand on résume grossièrement, Ariel, c'est la fille qui a abandonné sa voix pour un homme qu'elle ne connaissait même pas. Allez réécouter Partir là-bas. Comme je vous le disais, cette chanson est hyper importante pour la caractérisation d'Ariel, puisqu'elle démontre que la sirène a toujours voulu être humaine, ou en tout cas, ça fait longtemps qu'elle en rêve. Et à ce moment-là, elle n'a même pas encore vu Eric. Et lorsqu'elle cède sa voix, là, seule dans l'antre d'Ursula, en colère et apeurée, vous pensez vraiment qu'elle a le choix, ou qu'elle peut négocier? C'est Ursula qui lui impose ça. Et même si elle fait un choix discutable, faut pas non plus oublier que c'est une gamine de 16 ans, amoureuse et frustrée. Vous avez jamais fait des trucs débiles à 16 ans? Et c'est d'ailleurs Ursula qui parle de l'inutilité de la parole pour une femme, qui dit que les hommes préfèrent quand elles se taisent, ou que l'important c'est son physique. Parce que ça aussi je l'ai lu, que c'était un film anti-féministe, parce qu'il tenait ce genre de propos. Petit rappel, si jamais Ursula c'est la méchante de l'histoire, donc ce qu'elle dit c'est peut-être pas toujours bien, hein? Personne n'a jamais dit que La Liste de Schindler était un film antisémite, je pense. Pourtant, il y a quand même un paquet de gars qui butent des juifs dans le film, et semblent apprécier ça. Ben ici, c'est pareil. Pas 100% sûr de la comparaison, là. La Petite Sirène est, pour moi, au contraire, un film sur la libération, et pas forcément que des femmes, mais de n'importe qui se sent à l'étroit dans la société, et veut s'affranchir de ses normes, ou de ses règles, pour vivre la vie qu'il ou elle a toujours voulu. Par contre, si vous voulez un film où une femme change son comportement et son look pour un homme qui ne la mérite pas, regardez Grise. Et en fait, c'est même pas totalement le film d'Ariel. Quand on y pense, les enjeux narratifs tournent autant autour de Triton. C'est lui qui a l'arc personnel, ce père trop autoritaire, mais qui regrette toujours ses coups de sang, ce père qui doit apprendre à laisser partir sa fille, dont il est, en fait, l'antagoniste principal pendant une bonne partie du film. Et en parlant de méchants, même le plan d'Ursula est dirigé contre Triton, pas contre Ariel. Mais on va pas se mentir, la plus importante c'est évidemment Ariel. Première princesse Disney depuis Aurore, c'est-à-dire 30 ans plus tôt. Et on voit que le temps est passé. Fini les princesses passives, attendant juste un homme pour être sauvées ou donner du sens à leur vie. Ici Ariel est aventureuse, intéressée, rebelle, assoiffée de découverte et de savoir. C'est loin d'être une damoiselle en détresse. Et c'est même elle qui va sauver le prince, avant qu'il ne lui rende l'appareil à la fin. On est entré dans une nouvelle ère, et ça fait du bien. Bon par contre, elle, mentalement, elle n'évolue pas tant que ça. Elle veut quelque chose au début du film, et là à la fin, sans que ses choix et ses erreurs ne soient vraiment remis en cause. Et ça c'est une critique que je peux entendre. J'aime aussi énormément l'intelligence des couches de lecture. Dans un film qui parle autant aux jeunes par Ariel qu'aux parents au travers de Triton, mais aussi plus largement à toute une communauté LGBT de l'époque, qui comme Ariel, aimerait faire partie de ce monde. Avant de crier au wokisme et à la surinterprétation, laissez-moi vous expliquer. Déjà dans les années 1830, Andersen écrit La Petite Sirène, avec comme inspiration ses propres sentiments pour un homme, sentiments qui n'étaient pas réciproques. Donc même le matériau de base va dans ce sens. Ajoutez à ça le travail et l'influence du parolier Howard Ashman, qui a mis beaucoup de lui dans la chanson Part of Your World, et globalement dans le message du film. En effet, il était homosexuel, et on peut comprendre dans cette chanson l'envie d'être compris, accepté, mais aussi celle de faire partie du monde de quelqu'un d'autre, qui peut-être ne partage pas ses sentiments, comme Andersen. Évidemment, je parle ici de la version anglophone, parce que les paroles ont un sens beaucoup plus basique en français.
Plus largement, la sirène est depuis longtemps un symbole utilisé dans la communauté LGBT, et d'autres films avec des hommes et des femmes à queue de poisson ont un sous-texte de ce type. Genre, vous avez vu Lucas? Il y a des centaines de trucs à dire sur le film. La vidéo pourrait faire facilement 1 heure, mais on va plutôt passer à une nouvelle rubrique qui reviendra quelques fois dans les prochains cinépop, que j'ai appelé What else? ou comment Disney a tenté de capitaliser sur le succès de ce film. Ouais, parce que parler de bons films c'est cool, mais taper sur des trucs un peu nuls, c'est drôle aussi. Du coup, on va parler des suites, ou plutôt ici, d'une suite et de préquels. La suite directe, La Petite Sirène 2 Retour à l'océan, raconte la même histoire mais dans l'autre sens, et sans histoire d'amour. La fille d'Ariel, Mélodie, aime beaucoup la mer, mais est interdite d'y nager, parce que Morgana, la sœur d'Ursula, lui veut du mal depuis sa naissance. Comme c'est original! Ariel devient donc ultra protectrice, comme son père. Mais il y a des non-dits, sa fille ne sait pas qu'Ariel a été une sirène, elle ne sait pas pourquoi elle ne peut pas aller dans l'eau, et évidemment, elle va quand même y aller, elle va quand même se transformer en sirène grâce à Morgana, qui a en fait le même plan que sa sœur, et se faire pote avec un pingouin et un morse, parce que pourquoi putain de pas, il fallait bien des comic relief. Et à la fin, les vérités sont dévoilées, Eric est tout d'un coup un super-héros, la méchante est vaincue, et tout est bien qui finit bien. Mélodie peut aller sur Terre et dans la mer, même si elle n'est plus une sirène. Et c'est vraiment pas ouf quoi, parce que c'est la même chose, mais avec une qualité de direct ou DVD, donc en beaucoup moins bien. Il y a juste un moment qui m'a fait marrer, c'est quand Ariel, de nouveau en sirène parce qu'elle cherche sa fille, fait un énorme câlin à un poisson qu'elle pense être Polochon, alors qu'en fait c'est un de ses fils. Et le pauvre gamin est terrifié. Ouais, c'est plus ou moins tout. Il y a aussi eu un préquel en 2008, et là, au moins j'ai été surpris de ce que ça racontait. Ça commence quand Ariel est toute petite. Sa mère et son père sont heureux, mais un jour, sa mère est tuée par les humains. Comme elle aimait chanter, Triton décide de bannir la musique d'Atlantica. Mais on va découvrir qu'en fait, il y a un club secret où tout le monde fait la fête et où même Sébastien chante. L'enjeu du film, c'est la musique et comment elle est revenue dans le royaume. On s'en fout, complètement. Après, il y a une bonne idée, c'est de faire ressembler sa mère très fort à Ariel, ce qui explique un peu pourquoi Triton est si protecteur avec elle. Mais à part ça, mais immense Osef quoi. Puis il y a une série aussi, 3 saisons, commencée en 94, et faut pas déconner, j'ai pas tout ce temps. J'ai juste maté un épisode de la saison 3, parce qu'il y avait des dinosaures, et à un moment ils sont sauvés par une baleine qui s'appelle Humphrey. Je crois que j'ai même rien à ajouter, c'était merveilleusement n'importe quoi, mais pour ceux qui veulent approfondir, c'est sur Disney+. Il y a également une version à Broadway, ce qui a beaucoup de sens, et l'année prochaine, on va avoir droit à la version live action. Je parlerai pas trop d'un film qui n'est même pas sorti, mais si c'est du niveau du reste des live action, il n'y a pas énormément d'espoir à avoir. Mais on en parlera en temps voulu. Et si on terminait avec les vrais héros de la Renaissance? Musker et Clemens ont peut-être réalisé et écrit le scénario, mais ce sont Ashman et Menken qui ont donné son âme à la petite sirène, avec leur composition musicale et leurs chansons. Le film est pensé comme une comédie musicale, avec le numéro d'ouverture, la chanson importante au début, et des moments chantés lorsque l'émotion est trop grande que pour juste parler. Les chansons ont d'ailleurs été écrites et enregistrées avant que l'animation ne soit faite, et ont donc beaucoup influé sur le design des personnages d'Ariel ou d'Ursula. Il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est que la musique d'Ursula, ou plutôt quelques notes reconnaissables, vient parfois parsemer le film, à des moments clés, annonçant en général le malheur. A contrario, la mélodie de Partir là-bas retentit aussi souvent, mais à des moments joyeux, comme au début et à la fin. Le film est un vrai musical, et les chansons ne sont pas juste là pour faire du remplissage, mais pour faire avancer l'intrigue, et ce sera la marque de fabrique du studio dans les années à venir. Enfin, sauf pour Bernard et Bianca 2. Ça m'a fait super plaisir de redécouvrir ce film-là, de me documenter dessus, et franchement, quand on voit ce qui arrive, c'est que le début. Alors il y a match avec Pinocchio, mais je pense que je tiens, en attendant les suivants, le meilleur film Disney, en tout cas dans ceux que j'ai chroniqués. Et pour moi, La Petite Sirène mérite un 17 sur 20. Ça fait plaisir d'être enfin dans la Renaissance. Bon, c'est quoi la suite? Le Roi Lion? La Belle et la Bête? Aladdin? Ah, quand on pense aux films de la Renaissance, s'il y en a bien un qui passe sous les radars, c'est la suite de Bernard et Bianca, sobrement intitulée Bernard et Bianca au pays des kangourous. Et quand on y pense, c'est un peu nul comme titre, non? Enfin, j'imagine que c'était pour attirer les enfants qui voulaient voir des kangourous. Malheureusement, malgré les kangourous, le film n'a pas attiré grand monde, se plantant dès son premier week-end contre Maman j'ai raté l'avion. Et en même temps, c'est trop bien Maman j'ai raté l'avion. On en parlera sûrement un jour.
Sauf que chez Disney, il y a un gars qui a pas le time. Jeffrey Katzenberg. Toujours lui. Voyant les chiffres, Katz annule tout le marketing télé et le film disparaît petit à petit des écrans. T'imagines, tu bosses des années sur un film et après un week-end moyen en box-office, ton boss décide de l'enterrer. Enfin, au moins celui-là, il est sorti. Il faut savoir que c'était la première suite d'un classique Disney à l'époque, parce que Walt avait toujours refusé d'en faire, malgré le succès de certains films comme Blanche-Neige. Lui, il ne voulait que de l'original. D'un côté, je me dis qu'avec tout ce que fait Disney pour l'instant, tonton Walt il doit faire la toupie dans sa tombe, mais d'un autre côté, quand tu vois ce que ça rapporte, je crois que ça le calme. Ici, pas de grande histoire autour du film, rien de vraiment passionnant à aborder avant de commencer, alors on va pas perdre de temps, foncer en Australie et essayer de comprendre pourquoi Bernard et Bianca au pays des kangourous est le Disney le moins célèbre des années 90. Ouais, 90, je suis toujours belge. Quand on parle aux gens de ce film, ils se souviennent en général tous de la même chose, l'introduction. Enfin, quand ils connaissent le film, parce que vous avez été nombreux sur Instagram à me dire que vous saviez même pas qu'il existait. Commençant sur des feuilles et des insectes, inspectant la faune et la flore, rappelant le début de Bambi, l'arrière-plan va devenir net d'un coup, et alors que le titre apparaît, on va foncer dans les grands espaces australiens, le temps d'un long travelling avant. Survolant les fleurs, passant entre d'énormes rochers, pour arriver à une maison, perdue dans l'immensité, et rencontrer notre nouveau héros / gamin en détresse, Cody. Et y a pas à dire, ça claque. Et encore, c'est que l'échauffement. Cody est réveillé par une sorte d'alarme au loin, saute de son hamac, s'habille vite fait dans une chambre qui essaye très fort de nous dire qu'elle est australienne, dit à sa mère qu'il sera là pour le souper, spoiler, non, et fonce dans la nature. Il rameute tous les animaux australiens qu'il peut trouver, et arrive enfin chez un kangourou qui souffle dans un tronc d'arbre. Ah ben voilà, il est là le kangourou. Elle lui apprend qu'un grand aigle est coincé dans un piège, là, tout en haut. Ouais, parce qu'il parle aux animaux. Enfin, pas à tous. Un peu comme dans le 1, les règles sont pas très claires à ce niveau-là. Attends, il fait ça à main nue? Il n'y a pas moyen de faire le tour? Ok, bref, notre champion du monde d'escalade arrive en haut, détache l'aigle, et... Ah ben ça valait la peine de risquer ta vie, tiens. Heureusement, évidemment, l'aigle le récupère, et c'est là que le film décide de vraiment en envoyer plein la vue. Des décors gigantesques, des plans qui mettent au tapis tout ce qui a déjà été fait chez Disney avant, un sens de l'épique, de l'échelle et de l'impressionnant qui ne peut que laisser le spectateur bouche bée. En salle, ça devait être quelque chose, mais bon, comme personne l'a vu, ça vole dans les nuages, ça surfe sur une rivière, ça saute dans le vide, le tout dans des décors colorés splendides. Et waouh, je me demande vraiment comment ils vont enchaîner avec ça. Ouais, c'est un peu le problème du film. Arrivés dans le nid, ils échangent un peu, la maman aigle faisant comprendre que le papa aigle est mort, et Cody répond que son père n'est plus là non plus, parce que Disney. L'aigle lui offre une plume et le ramène au sol. Sur le chemin du retour, il croise un petit rongeur attaché à un fil. Sauf que, comme disait l'amiral Akbar, et l'homme derrière ce piège, c'est lui, McLeish, un braconnier bien connu de la région. Remarquant la plume sur son sac, il demande à Cody où se trouve l'aigle. Il a déjà tué le père, maintenant il veut la mère. Ah donc s'il a une plume, c'est qu'il sait où est l'aigle. Il peut pas genre l'avoir trouvé par terre, non? C'est un détail, mais c'est littéralement l'élément déclencheur du film. Donc pour ce genre de truc, faut faire un minimum d'effort quoi. Cody refuse et McLeish le kidnappe. Pas extrême du tout le mec. Donc un méchant enlève un enfant pour trouver un truc qui va le rendre riche. Ouais, c'est le scénario du 1. Mais comme un enlèvement de gosse ne reste jamais impuni chez les souris, ils envoient un message d'alerte à SOS Société à New York. Sérieux, ils ont pas une base à Sydney? Non mais parce que New York, Australie, pour des souris, ça fait long hein. La vraie raison, vous la connaissez. Les souris qui doivent aller à la rescousse du gamin ne peuvent pas être n'importe quelle souris. Il faut que ce soit Bernard et Bianca. Cela dit, pour le moment, ils ont d'autres choses à faire, comme manger dans un resto chic, alors que Bernard s'apprête à faire sa demande en mariage. Sauf que des éléments extérieurs vont toujours l'empêcher de le faire, pendant tout le film, et ça va être un genre de running gag. Il décolle pour l'Australie avec Wilbur, le frère d'Orville, qui parle beaucoup. Par contre, faut pas déconner, ils font le plus gros du trajet en avion. Parce que même si apparemment certains albatros font jusqu'en Australie pour hiberner, là, ils avaient pas trop le temps. Orville, l'albatros du premier, a été remplacé pour la bonne raison que son doubleur, Jim Jordan, est décédé quelques mois plus tôt. Et un autre truc à savoir, il s'appelle Wilbur et Orville, en référence aux frères Wright, pionniers de l'aviation. Sur place, ils sont accueillis par Jack, un local qui tombe directement sous le charme de Bianca, et propose de les aider, alors que l'albatros va se faire remettre le dos en place dans une scène beaucoup trop longue. Pendant ce temps, Cody ne lâche toujours rien, pas une info. Et McLeish l'enferme, avec d'autres animaux. Il passe super longtemps à échafauder un plan pour choper les clés et s'échapper, plan qui n'aboutira à rien. Génial. Au même moment, Bernard, Bianca et Jack se promènent toujours dans l'outback et on a encore droit à une scène avec Wilbur qui se fait soigner. Vous le sentez arriver le problème du film?
Les 3 souris arrivent enfin là où il faut, parce qu'apparemment Jack connaît mieux le terrain que les Rangers qui étaient à la recherche du gamin, juste au moment où McLeish et Cody sortent. Quelle heureuse coïncidence. McLeish a en fait un plan. Faire croire à Cody que l'aigle a été abattu pour qu'il aille récupérer les œufs, et donc le mène, sans le savoir, jusqu'au nid. Et en vrai, dans le genre plan de méchant Disney, c'est pas mal. Cody et les souris arrivent en même temps au nid, et ils tentent de le prévenir. Mais c'est trop tard. McLeish a déjà un missile pointé vers l'aigle. Cody crie à l'aigle la fameuse phrase de l'amiral Akbar, décidément, mais le tir part. Évidemment, c'était pas un missile, mais plutôt une grande toile pour capturer l'oiseau. Cody s'y accroche, essaye de la libérer, mais à la place, finit enfermé avec elle, pendant que Johanna, le varon de McLeish, va s'occuper des œufs. Eux qui ont été, entre-temps, échangés avec des pierres par Bernard. C'est l'heure du grand final, et alors que McLeish joue à tremper Cody jusqu'à ce qu'il se fasse choper par un croco, sa machine s'arrête parce que Bernard, encore lui, a coupé le moteur, avant d'utiliser Johanna pour faire tomber le braconnier dans la rivière infestée de crocodiles. Puis de sauter sans hésiter au secours de Cody, tombé lui aussi dans l'eau, alors que McLeish va se fracasser en bas d'une cascade. Donc Bernard, vraiment le héros de l'histoire aujourd'hui. Et tant qu'il a du courage, il en profite pour enfin faire sa demande à Bianca, et c'est fini. Et ouais, il y a quelques soucis, mais comme ici on est sympa, on va commencer par le positif. Le gros point fort est évident, c'est le look du film. Les 10 premières minutes sont tout bonnement incroyables, ne ressemblent à rien de ce qui avait déjà été fait en animation avant ça. Et il y a une bonne raison, Bernard et Bianca 2 est le premier film entièrement digital, et l'animation a été effectuée grâce à un nouveau logiciel, le CAPS, pour Computer Animation Production System. Les dessins des animateurs étaient scannés, puis colorés et animés par ordinateur, ce qui permet des effets et des mouvements de caméra encore jamais vus à l'époque, ainsi que plus de consistance dans le design des personnages. Exemple à la con parce qu'il se remarque presque pas, mais le maquillage de Bianca, le rose qu'elle a sur les joues, est toujours exactement au même endroit sur son visage, grâce à cette technologie. Et CAPS, c'est la toute première collaboration entre Disney et une petite boîte avec très peu d'avenir, Pixar. Et c'est loin d'avoir été une partie de plaisir pour ceux qui s'en occupaient, parce que c'était tout simplement la première fois que la technologie a été utilisée pour un film. Il n'y avait même pas eu de court-métrage réalisé avec CAPS. Ajoutez à ça la pression de la production, ouais, ils ont pas beaucoup dormi pendant quelques mois. Une pratique déjà courante à l'époque donc. Mais au moins là, le résultat en vaut la peine, contrairement à certaines catastrophes visuelles qu'on se tape parfois aujourd'hui avec le même studio. Le look du film est donc vraiment le gros point positif. Les traits des personnages sont précis, les décors sont magnifiques, le travail sur le gigantisme de l'outback australien réussi, mais sinon on croise aussi plein d'animaux endémiques de l'Australie, qu'on avait fatalement rarement vus ailleurs, sauf dans Winnie l'ourson, et puis les personnages fonctionnent aussi. Enfin, presque tous. On se lasse assez vite de Wilbur malgré le bon doublage de John Candy, et Cody est assez fade. On ne s'accroche pas autant à lui qu'à Penny, il ne semble jamais en danger ni en détresse émotionnelle, alors qu'il est quand même tenu captif par un taré avec des gros couteaux pendant les 3/4 du film. Puis au moins Penny avait le bon goût d'être totalement orpheline, lui il a encore sa mère. Amateur. Apparemment, une partie de l'équipe voulait un enfant aborigène pour le rôle. Mais Katzenberg, qui d'autre, a dit non. Les personnages sont donc globalement cool, en particulier le méchant, bien aidé par son doubleur, le légendaire George C. Scott, connu entre autres pour ses rôles dans Patton ou Dr. Folamour. Jack ajoute une nouvelle dynamique au duo d'origine, avec ce petit triangle amoureux que Bianca ne semble même pas remarquer, mais se montre bon joueur à la fin, quand Bernard fait enfin sa demande. Well done, mate. La souris aventurière est sûrement inspirée de Crocodile Dundee, gros carton quelques années plus tôt, qui avait amené la culture australienne aux USA. Et en parlant d'inspiration australienne, il y en a une qui nous roule dessus, celle de Mad Max, avec le bolide hurlant de McLeish. C'est le titre québécois bolide hurlant. De Mad Max, hein. Le film tente en fait d'être raccord avec son temps. Les années 80 et 90 sont celles des films d'action-aventure épiques, comme Indiana Jones, Die Hard ou justement Mad Max. L'idée des réalisateurs était vraiment de travailler ce genre, mais dans un Disney, tout en faisant passer un message écologique à base de braconner. C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? C'est pour ça qu'ils semblent totalement à part du reste de la Renaissance, qui elle s'appuie principalement sur des contes, souvent déconnectés de l'époque actuelle, et remplis de chansons, qui sont ici totalement absentes, remplacées par un score efficace mais un peu générique. Et on peut applaudir la tentative, mais ça aurait quand même été vachement mieux s'ils avaient eu quelque chose à raconter. Passé l'introduction, 50% du film, c'est du remplissage. Les opérations de Wilbur qui prennent des plombs pour rien, sauf pour donner quelques lignes en plus à John Candy. D'accord, je comprends l'idée, le gars est drôle, mais bordel, on a un gamin qui a besoin d'aide. Vous voulez pas vous concentrer sur ça plutôt que sur des souris qui tirent des seringues dans le cul d'un albatros? Mais en fait, même quand il se concentre sur Cody, ça perd du temps inutilement. Avec cette grande stratégie pour s'échapper, qui se finit par McLeish qui vient le chercher et personne qui s'échappe. Et on les verra plus jamais. Si ça se trouve, ils sont tous morts desséchés. Même le kangourou.
Ajoutez à ça quelques scènes avec le trio de souris qui se balade dans la nature australienne, et on se retrouve avec un film d'1h15 qui aurait facilement pu faire 40 minutes. Et tout ça en plus pour raconter la même histoire que le 1, juste avec des autres décors et des autres animaux. On retiendra donc surtout le boulot esthétique, particulièrement les 10 premières minutes, qui mettent la barre tellement haute que tout le reste du film ne peut que décevoir. Le film fait en fait partie de la Renaissance parce qu'il est sorti à une date qui y correspond, mais il n'en a pas du tout l'ADN, et il vaut pour moi un 12 sur 20. Un jour, autour de l'année 1540, on offrit au roi de France Henri II un jeune garçon, oui, à l'époque on offrait des jeunes garçons, dont le visage est couvert de poils, Pedro González. Il est éduqué par les précepteurs royaux et se marie quelques années plus tard avec Catherine, une jolie femme à la pilosité tout à fait normale. Ils auront 7 enfants, et la plupart souffriront du même mal que leur père. Bon ouais, comme ça a l'air mignon, mais dans la réalité, lui et ses enfants atteints de la même maladie, l'hypertrichose, étaient pas vraiment considérés comme des humains, mais plutôt comme des bêtes de foire. Beaucoup moins fun du coup. L'histoire voyage, et au XVIIIe siècle, Gabrielle Suzanne de Villeneuve, peut-être inspirée par cette famille, écrit La Belle et la Bête. Un récit qui sera réduit et retravaillé par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Est-ce qu'on peut se calmer sur les noms à rallonge les Français ? Merci. Donc cette version réduite de l'histoire est celle qui aura vraiment le plus de succès. C'est un peu la Snyder Cut de l'époque. Si Madame de Villeneuve a peut-être été inspirée par ce couple, l'idée d'une femme aimant une bête, ça ne date pas d'hier, ni même du XVIe siècle, puisqu'on retrouve des histoires similaires dans de nombreuses mythologies, dans plein de pays différents, certaines remontant au IIe siècle, toujours avec les mêmes thèmes, l'amour et la rédemption. Depuis l'invention du cinéma, l'histoire a été racontée plein de fois, mais avant le Disney, la version la plus célèbre venait de France, comme le livre. Je parle évidemment de la sublime version de Jean Cocteau, sortie en 1946, à un moment où les gens avaient bien besoin de se changer les idées. Le film a quelques défauts, notamment au niveau de son rythme, mais la magie opère. Le maquillage de la bête, incarné par Jean Marais, qui prenait tous les jours 5 heures de pause, est toujours impressionnant aujourd'hui, et les décors, parfois composés de corps et de visages, sont merveilleux à analyser. On peut aussi citer la version de Christophe Gans, qui tente des choses mais qui se plante souvent, avec une bête aux effets spéciaux douteux et un Vincent Cassel en surjeu. Belle de Mamoru Hosoda, sortie l'année dernière, ou même une version tchécoslovaque des années 70. Et c'est pas une vanne, il y a une vraie version tchécoslovaque, sortie en 78, qui est elle plus tournée vers l'horreur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, la chaîne Le Syndrome Ciné va y dédier une vidéo dans les jours qui viennent. Mais si on voit un peu plus loin que juste les adaptations directes, on peut en trouver plein d'autres qui en reprennent les thèmes, de cet amour impossible entre une jolie femme et un soi-disant monstre, comme le récent La Forme de l'eau, King Kong ou Édouard aux mains d'argent, dont on parlera dans quelques mois. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, c'est la version de 1991. Après une première version qui n'avait pas convaincu grand monde, l'accent est mis sur la musique et les chansons, histoire de reprendre la formule gagnante de La Petite Sirène, avec toujours Menken et Ashman au score et aux paroles. Il fallait tout changer parce que l'histoire était compliquée à raconter et surtout à garder intéressante, vu que de base, c'est juste une fille qui va dîner tous les soirs, et tous les soirs la bête lui demande de l'épouser. Elle répond toujours non jusqu'au jour où elle répond oui, en très résumé. C'est d'ailleurs pour ça que le film n'a pas vu le jour plus tôt, parce que vous imaginez bien que Walt avait déjà réfléchi à l'idée, mais narrativement, il y avait toujours quelque chose qui coinçait. Donc ça l'a saoulé et il a préféré passer à un conte plus facile. Il n'avait que 2 ans pour finaliser le film, puisque une année de production avait déjà été utilisée sur le premier projet. Ils ont donc osé pervertir l'histoire de base, changer les acteurs, ajouter un max de chansons, et au final, le film a eu le succès qu'on connaît, avec un Golden Globe du meilleur film et même une nomination à l'Oscar ultime, une première pour un film d'animation. Une consécration assez folle pour l'équipe quand on sait surtout que Disney voulait les dégager il y a quelques années. Ils s'inclineront logiquement face au Silence des agneaux, mais repartiront, comme pour La Petite Sirène, avec la meilleure musique et la meilleure chanson. Bon, en même temps, sur 5 chansons, il y en avait 3 qui venaient de La Belle et la Bête. Donc, le film est devenu légendaire et est considéré par beaucoup comme le meilleur Disney de tous les temps. Bon bah, let's go, hein, c'est ce qu'on va voir. Dès l'ouverture, la musique nous met dans l'ambiance, alors qu'une séquence d'exposition nous explique comment un jeune prince n'avait aucun cœur alors qu'il avait tout pour lui, et comment ça l'a mené à se faire maudire par une enchanteresse. Donc un jeune Français qui a tout pour lui mais qui est quand même insupportable, ça me rappelle quelqu'un, mais là, ça m'échappe. Pour sa mauvaise conduite face à une vieille moche qui voulait simplement s'abriter en échange d'une rose, il est transformé en bête, et s'il n'a trouvé personne à aimer, et qu'il aime en retour d'ici ses 21 ans, lorsque la rose aura perdu toutes ses pétales, il restera comme ça toute sa vie. La vieille moche se révélera en fait être une jeune belle, disant au prince que la vraie beauté se trouve à l'intérieur, ce qui sera évidemment
tout le propos du film. Oui, enfin, sauf que là, la beauté était aussi à l'extérieur, tu l'as juste cachée, quoi. Par contre, transformer tous les servants, c'est vraiment un truc de bâtard. Déjà, ils bossent pour un connard, mais en plus, maintenant, ils sont transformés en serviettes ou en cuillères. Quelques années plus tard, dans un village pas loin, on rencontre Belle, une fille très bizarre d'après les habitants. Ellie refuse les avances du plus beau gosse de la région, Gaston, et préfère vivre avec son père, un inventeur un peu fou. Alors oui, elle porte très bien son nom, mais quand même, elle est pas comme eux. Son père, Maurice, part à une foire présenter sa nouvelle invention, met ce père et termine au château de la Bête, où il est accueilli par son mobilier. Et le gars remet pas du tout ça en question. Il a une horloge et un chandelier qui lui parlent, et il met sa bouche sur une tasse avec une voix d'enfant. Mais c'est normal. Tout ça plaît pas à la Bête, qui l'enferme dans un cachot. Belle, qui a encore foutu un râteau à Gaston, retrouve Philibert, le cheval de son père, qui s'appelle Philippe en anglais, et lui demande de l'amener là où il se trouve. Arrivée au château, elle échange sa place avec son père, et ça y est, l'histoire peut commencer. Je préfère la version de base, utilisée dans le Cocteau par exemple, où Belle demande à son père de lui ramener une rose, ce qui lui vaut d'être emprisonné par la Bête, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas toucher chez lui. C'est du coup par culpabilité que Belle se dévoue, et pas juste parce qu'elle est sympa. Mais bon, c'est un des... Je dis quand même beaucoup de fois détail. Broutille, c'est une broutille. Tout le monde connaît la suite, ils lui font sa fête en chanson, elle visite une pièce qu'il fallait pas, la Bête a du mal à contrôler sa colère, ce qui fait fuir Belle, et elle se retrouve encerclée par des loups. La Bête vient à son secours, mais est blessée, Belle pourrait s'enfuir et le laisser là, mais décide de plutôt le ramener au château pour le soigner. C'est une scène capitale, pivot, où l'attitude de la Bête, qui vient la sauver, prouve à Belle qu'il ne lui veut pas de mal, et qu'il a des bons côtés. Et le choix de Belle de ne pas l'abandonner démontre qu'elle l'a compris, et est prête à honorer sa parole et rester avec lui. Pour la remercier, la Bête lui fait visiter sa bibliothèque, et c'est toujours pas une métaphore dégueulasse, et commence alors la séduction, passage qui a donné des migraines au scénariste, qui n'arrivait pas à bien l'orchestrer. Puis Howard Ashman est arrivé avec cette chanson. Il y a quelque chose dans son regard, d'un peu fragile et de léger comme un espoir. Et ça a tout résolu. On le dira jamais assez, mais Ashman, en plus d'être un excellent parolier, était surtout un storyteller de génie. Il se rapproche, tout ça déboule sur la superbe scène du bal, qui mêle parfaitement animation 2D et 3D, mais après avoir dansé, Belle se dit qu'elle va casser l'ambiance en demandant à voir son père. Ce que la Bête accepte, utilisant un miroir magique. Et Maurice, il est pas au top, du tout. Donc la Belle va demander de pouvoir le rejoindre, ce que la Bête accepte en la libérant. Mais vous commenciez à vous entendre si bien, pourquoi vous y allez pas à deux? Si ça se trouve, Belle va de nouveau se retrouver face au loup, et là, tout le monde sera niqué. Enfin, abruti tout ça. Elle retrouve son père, mais Gaston, qui a comme plan de faire interner Maurice, comme ça Belle sera obligée de l'épouser, débarque. Mais parce qu'à l'époque, une femme ça vit pas sans un homme, enfin. Il compte le faire enfermer sous prétexte qu'il est cinglé, qu'il raconte n'importe quoi à propos d'une bête qui vivrait dans un château. Belle lui prouve alors, avec le miroir que la Bête lui a offert, que son père ne raconte pas de conneries, et Gaston, son instinct de chasseur prenant le dessus, décide d'aller tuer sa nouvelle proie. Par contre, zéro question sur le miroir qui peut montrer des trucs qui se passent à des kilomètres, hein. Rien à foutre. La foule se dirige vers le château comme dans le final de Frankenstein, ça se bat entre les villageois et les objets, la Bête épargne Gaston mais se prend un coup de couteau dans le dos, moment de lâcheté ultime qui vaut à Gaston une petite chute, alors que Belle rattrape la Bête avant qu'il ne tombe aussi. La Bête est mortellement blessée, la dernière pétale se détache, c'est trop tard. Mais non, Belle arrive, pleure un coup, lui dit qu'elle l'aime et c'est gagné. La Bête se transforme et Belle semble assez déçue de se retrouver face à Tarzan, mais bon, elle se dit que l'important, c'est pas le physique, et ils s'embrassent. Des feux d'artifice sortent de leur cul, tout le monde redevient humain et c'est fini. Et ouais, c'est réussi. C'est marrant parce qu'il est considéré comme un film de princesse Disney, alors qu'au final, c'est pas son film à Belle. Dès l'introduction, le focus est mis sur le prince, la Bête. Et c'est lui qui va connaître une évolution. Belle, dès le départ, elle sait ce qu'elle veut. Elle a son caractère et ses motivations, et aucune ne va changer. Elle va simplement tomber amoureuse, réussir à voir au-delà des apparences, et quand on la rencontre au début, il est évident que c'est le genre de personne qui en est capable. Elle qui se démarque de tout le village, de par sa curiosité, son amour de la lecture, et son envie de voir le monde. Autrement dit, son ouverture d'esprit. Et le fait qu'elle n'évolue pas n'est pas du tout une critique, simplement que c'est un personnage qui n'en a pas besoin. La Bête, lui, passe de prédateur animal marchant à quatre pattes, surgissant de l'ombre, toujours en colère, à homme distingué capable de danser. Simplement avec une pilosité abondante et des dents un peu grandes. Et des oreilles de vache. Ouais, le design de la Bête, œuvre de l'animateur Glen Keane, à qui on devait déjà Ariel et l'aigle du pays des kangourous, est un dérivé de plusieurs animaux comme le bison, le lion, l'ours, le sanglier ou le loup. Et la vache donc.
Et malgré tout, il arrive à paraître plus sympa quand il est en bête que quand il est en humain. Parce que bon, c'est bien de faire un film sur la beauté intérieure, mais ça se termine quand même par un mariage entre deux top modèles, quoi. Ça aurait peut-être été plus impactant si, après sa transformation, il était resté moche ou petit ou gros, enfin pas un tchat d'1m85 taillé en V avec une chevelure parfaite, quoi. D'ailleurs, parlons-en du message, parce que je pense clairement que c'est le Disney où le thème est le plus clair. Et quand je dis qu'il est clair, je veux dire que le film te le répète tout le temps, arrivant au sommet de l'évidence avec cette phrase de Belle. He's no monster, Gaston. You are. Ah, la subtilité. Oui, c'est gros comme une maison, mais pas non plus désagréable de voir les deux personnages, Gaston et la Bête, évoluer, être les deux faces d'une même pièce. L'un moche mais finalement bon, l'autre beau mais pourri à l'intérieur. Gaston est très bien écrit, je trouve. Ce pur chasseur qui ne supporte pas qu'on lui résiste, qui choisit Belle pas uniquement pour sa beauté, parce que les trois blondes là, elles ont pas l'air mal non plus, mais surtout parce qu'elle le repousse, le rejette. Elle est en fait une proie beaucoup plus intéressante à chasser, et c'est ce qui l'attire. D'ailleurs, à la fin, quand il voit la Bête, il en oublie totalement Belle. Il a quelque chose d'autre à dompter, un meilleur trophée à ajouter à sa collection. Et c'est ce qui le poussera à sa perte. Alors que s'il était resté tranquillement au village, je suis sûr que son chantage sur Belle, pour qu'elle l'épouse et que Maurice ne soit pas interné, aurait fonctionné. Bah ouais, la fille s'est laissée enfermer dans un château hanté pour sauver son père, donc elle peut bien épouser Gaston pour la même raison. La différence entre Gaston et la Bête atteint son paroxysme dans l'acte final, quand Gaston, totalement habité, assoiffé de sang, ne veut que tuer, et que la Bête, d'abord prête à se laisser mourir, finisse par se défendre en voyant Belle revenir, puis par épargner Gaston, son humanité prenant le dessus. Humanité représentée par ses grands yeux bleus, partie du corps très importante et mise en avant dans le film de Cocteau également. Ah, et puisqu'on parle de bleu, les couleurs ont aussi une grande signification, surtout le rouge et le bleu. Le premier lié au mal, le second à la bonté. Gaston est généralement habillé en rouge, Belle en bleu, dans une robe qui rappelle celle de Dorothy dans Le Magicien d'Oz, et la Bête passe de l'un à l'autre. Dans les autres thématiques, on peut retrouver des similarités avec la petite sirène, comme la révolte de la femme contre l'oppression, ici incarnée très clairement par Gaston plus que par la Bête, ou encore le comportement justement de la Bête, proche de celui de Triton, se fâchant beaucoup, mais regrettant toujours directement. Ah, et puisqu'il faut en parler, parce que je l'ai vu un peu partout, c'est absolument pas du syndrome de Stockholm. Je vais pas rentrer dans les détails, mais assez rapidement, elle est plus une invitée qu'une captive, et la Bête ne lui ferait pas de mal. Donc cette théorie pourrie, comme celle qui dit que Ariel donne sa voix pour un mec qu'elle ne connaît pas, ça dégage. On pardonnera aussi à l'œuvre quelques trucs qui n'ont pas trop de sens, comme l'âge de la Bête, qui n'a pas encore 21 ans, mais qui est déjà maudit depuis plus de 10 ans, où sont tes parents gamins, et qui semble avoir des milliers de servants juste pour lui. Bah ouais, vous avez vu, c'est la fête. Si tous les couverts et les assiettes sont des anciens humains, putain, Ça fait beaucoup là, non? À propos d'âge, les servants, eux, ils ont pas vieilli ou Chip est né directement en tant que tasse? On passera aussi sur toute la ville qui oublie qu'il y a un château juste à côté de chez eux, ou sur les dizaines de frères et sœurs de Chip qui semblent avoir disparu quand ils se transforment. Plus que je pense n'importe quel film Disney, La Belle et la Bête est un vrai film musical. C'est toujours le duo Menken-Ashman à la barre, et de l'aveu de tous, si le film est comme il est, c'est grâce à eux. Ils ont choisi la plupart du casting, et la majorité vient d'ailleurs de Broadway. La première chose qui marque dès l'introduction, c'est la musique, qui restera présente tout du long. Belle a un I Want Song dès sa première apparition, et le cœur du film, le rapprochement des deux personnages, se fait en chanson aussi, avec l'enchaînement « Je ne savais pas », « Histoire éternelle ». En plus de ça, C'est la fête et Gaston sont très fun, et celle de Gaston sert à poser son personnage, qui réussit à la fois à être un clown débile et une vraie menace. Bon, est-ce que ce serait pas l'heure de souffrir un peu ? What else? Ou comment Disney a tenté de capitaliser sur le succès de ce film. Il a eu droit à 2 films dérivés, plus un remake live-action. Vous savez ce que je pense généralement des remakes live-action, et pourtant ici, c'est le moins pire des 3. Dans le premier, Belle veut fêter Noël, ce qui fâche la Bête, parce qu'il a de mauvais souvenirs de cette période. Mais ils s'en foutent, ils le font quand même, allant récupérer des trucs dans le grenier tout aussi vivants qu'eux. Donc quoi, si t'as eu la malchance d'être transformé en guirlande, t'es dans une boîte dans le grenier ? On a oublié que ces gens étaient humains à la base ? Bref, dans le délire, il y a aussi un orgue qui veut pas redevenir humain et qui essaye de retourner la Bête contre Belle, mais la magie de Noël l'emporte, et à la fin, ils sont heureux. Et en vrai, c'est pas si horrible que ça, il y a juste un souci. Ça n'a aucun putain de sens. C'est censé se passer quand dans l'histoire du film ? Avant qu'ils ne commencent à s'entendre ? Après ? Si c'est avant, il y a un truc qui va pas. Si c'est après, bah non, ça veut pas être après. Vu que juste après le bal, Belle part retrouver son père.
Donc admettons que ça se passe avant, durant le temps que couvre la chanson, je ne savais pas. Ok, ce film-ci s'achève sur une danse, dans la grande salle de bal. Ça voudrait donc dire que dans l'original, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve comme ça pour danser. Et ça enlève tout son impact à la scène. Ouais, c'est le genre de truc qui me saoule parce que c'est tellement évident que le film est uniquement fait pour capitaliser sur ce qui a fonctionné sur le film d'avant. Et ça doit se passer à ce moment-là, parce que c'est le seul moment où les deux sont ensemble et où la bête a cet aspect-là. Parce que c'est celui-là que les gens reconnaissent. Et veulent retrouver. Et le souci dans cette configuration, c'est qu'il y a exactement une histoire à raconter. La rédemption de la bête. Donc c'est répétitif et en plus ça nique la continuité de l'original. Mais le suivant c'est pire. Déjà parce qu'il fait partie de ces Disney qui ne sont que des collages de courts-métrages, et ça on en reparlera quand on abordera Tarzan. Bien sûr le thème est toujours le même, sauf un qui tente de raconter l'histoire d'amour de lumière dont on se fout totalement. Ajoutez à ça une animation désastreuse, sûrement la plus moche que j'ai vue chez Disney, et des nouveaux personnages random, comme ce dictionnaire qui va donner des synonymes toutes les 3 minutes. Putain mais brûlez-le! Vous l'aurez compris, je ne conseille pas vraiment ces deux direct to vidéo. Du coup, je m'attendais au pire pour le remake live. Déjà, il fait 1 heure de plus que l'original, et très honnêtement, c'était pas mal. Emma Watson n'est toujours pas une très bonne actrice, et même mon amour pour Harry Potter n'arrivera pas à me faire fermer les yeux là-dessus. Ces chansons sont bourrées d'autotune, il y a quelques changements incompréhensibles, mais dans l'ensemble, c'est loin d'être le pire du lot. Mais tout ça, ce sera pour une autre vidéo. Parce que, ouais, il y aura des cinépop spéciaux pour tous les live-action Disney. On va se marrer. Ou souffrir. Ou je vais souffrir et vous allez vous marrer. Ouais. Finalement, j'ai pas énormément d'affect pour La Belle et la Bête, même si c'est une jolie histoire entre deux autres castes qui se retrouvent, et je lui reconnais ses qualités objectives comme un storytelling efficace, une bande-son parfaite et une animation au poil. Et pour moi, il mérite 14,5 sur 20. La liberté, c'est souvent l'un des buts ultimes dans la vie. Sans aller jusqu'aux extrêmes que sont l'esclavage ou la prison, c'est une chose à laquelle tout le monde aspire, un peu plus tous les jours. Liberté physique, financière, mentale, en se libérant d'une mauvaise relation, d'une addiction, de soucis financiers ou de santé, c'est l'un de nos besoins fondamentaux. On avait déjà abordé le sujet dans la vidéo sur la petite sirène, avec la soif d'émancipation d'Ariel, mais là, c'est clairement le sujet principal de notre film d'aujourd'hui. Alors direction Agrabah, on va parler d'Aladin. Librement inspiré d'un conte des Mille et une nuits, le film a connu une production assez similaire à celle de La Belle et la Bête, avec une première version totalement balayée après 6 mois de travail. Et on dit merci qui ? Merci Jackie et Michel. Jeffrey Katzenberg. Enfin, ici sont remis, ont engagé de nouveaux scénaristes, modifié Aladin pour en faire un héros plus âgé inspiré physiquement de Tom Cruise et plus de Michael J. Fox, ce qui est pas super sympa pour Marty McFly, supprimer le personnage de sa mère parce que c'est Disney, et décider que le génie n'exaucerait que 3 vœux. Pas plus, sinon c'est de la triche. Et il y a pas mal de choses dont on va devoir discuter après, donc on va passer directement au film. De nouveau, on va pas s'attarder dessus scène par scène, parce que comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, on les connaît déjà tous par cœur ces classiques-là. Un marchand nous raconte l'histoire d'une lampe qui a un jour changé la vie d'un jeune homme, Aladin, envoyé dans une grotte ensablée qui a la forme d'une tête de tigre. Déjà ça a 30 ans de plus, c'était le début de la 3D, et ça a quand même beaucoup plus de gueule que les nouveaux tigres de Fort Boyard, mais surtout, qu'est-ce que c'est cool! Aladin y est envoyé parce que seul quelqu'un avec un cœur pur peut y pénétrer sans être enseveli. C'est pour ça que Jafar, le grand vizir et surtout le méchant de l'histoire, n'y va pas lui-même, parce que c'est un connard. Aladin trouve la lampe, mais son singe de compagnie, Abou, fait une connerie, toute la grotte s'effondre sur eux, mais heureusement, ils sont sauvés par un tapis volant. Sauf que Jafar, une fois qu'il a ce qu'il veut, il dégage Aladin qui se retrouve au fond du trou. Heureusement, Abou a réussi à choper la lampe avant de tomber, et Aladin va, sans faire exprès, invoquer le génie qui s'y trouve, gagnant du coup 3 vœux. Son premier vœu sera de devenir un prince, pour pouvoir aller épouser la princesse Jasmine, qu'il a rencontrée un peu plus tôt sur un marché, et avec qui il s'est plutôt bien entendu. Bien entendu en mode Disney quoi, donc après 3 minutes ils ont failli s'embrasser. Il est transformé en prince, enfin juste habillé un peu mieux, et apparemment pas vraiment prince, mais on en reparlera. Il débarque au palais en chanson, le sultan est tout content, il va pouvoir marier sa fille. Donc le gars apprend même pas à le connaître un peu, c'est juste il y a un nouveau prince qui arrive, c'est bon, je vais marier ma fille, je m'en fous de qui c'est, je veux marier ma fille. Ah, si jamais sultan, il y a DiCaprio qui vient d'être célibataire, et je pense que Jasmine elle est juste dans sa tranche d'âge. Mais Jasmine, comme Ariel ou Belle avant elle est pas du genre à se laisser dire quoi faire. Et elle va surtout pas laisser des hommes décider de son avenir. Elle envoie donc tout le monde chier. Pour gagner ses faveurs, Aladin va lui montrer le monde sur son tapis volant.
Non, toujours pas une métaphore dégueulasse. Un tapis qui va très vite, ou peut-être qu'ils vivent dans un monde très resserré, vu qu'ils passent quand même de l'Égypte à la Grèce pour terminer en Chine. Ou alors ils sont partis 3 semaines. Il chante, il s'amuse, tout se passe bien jusqu'au moment où Jasmine lui avoue qu'elle sait qu'il est Aladdin, et pas le prince Ali. Et là le con, il continue à mentir. Bon après ça peut se comprendre, de base Jasmine ne peut épouser qu'un prince. Mais quand même, je trouve le personnage d'Aladin assez stupide pour le coup. Même si on va voir plus tard que ça fait partie des thèmes du film. Pas le fait qu'il soit con, le fait qu'il assume pas son identité. Par contre, le génie a fait de lui un prince, donc logiquement il est un prince, il est pas juste habillé en prince, il est le prince Ali. Je comprends pas trop le souci en fait. Mais passons sur les détails. Pour l'instant, le mensonge fonctionne, et il termine même la soirée sur un baiser. Juste avant qu'Aladin ne se fasse capturer par les gardes sous les ordres de Jafar, et jeté au fond de l'eau. Utilisant son deuxième vœu pour que le génie le sauve, il confronte Jafar qui, voyant la lampe dans sa poche, comprend qui il est. Il aura donc mis encore plus de temps que Jasmine, quel talent. Iago vole la lampe que Aladin a laissée sans surveillance après une dispute puérile avec le génie. Génie que Jafar libère, exigeant de devenir le nouveau sultan. Mais du coup, il est sultan ou il est juste habillé en sultan? Sauf que sultan, ça lui suffit pas. Alors il veut être un sorcier suprême. Puis après quelques échanges avec Aladin dans une scène finale très bien construite, il demande plutôt à être un génie tout-puissant. Sauf qu'un génie, ça a une lampe. Et ça n'est pas libre. Jafar se retrouve piégé, la lampe est balancée, Aladin libère son génie, le sultan est de bonne humeur donc il change la loi, ce qui permet à Aladin d'épouser Jasmine, même s'il n'est pas prince. Ok, donc il était pas prince. Enfin bref, c'est fini et il y a plein de choses à dire. Quand on pense à Aladin, généralement on pense à ce rêve bleu, parfois à Jafar, mais 90% du temps on pense d'abord au génie. Et comment faire autrement? Il est au-dessus de tous les autres personnages Disney jusqu'à présent. Il n'est pas forcément meilleur parce que chacun aura ses préférences, mais dans son originalité, son animation et son écriture, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu chez Mickey. De ses rappels à la pop culture à ses transformations incessantes, tout ça est bien évidemment à mettre au crédit de Robin Williams, voix du génie, qui a ajouté beaucoup d'improvisation et de techniques rappelant son talent sur scène, lui qui est un habitué du stand-up. Les réalisateurs, Musker et Clemens, à qui on devait déjà La Petite Sirène, ont toujours voulu Williams. Il était l'inspiration du personnage. Non pas parce que l'acteur était célèbre, mais parce qu'il collait parfaitement à ce qu'il voulait faire du génie. Au départ, Williams n'était pas très emballé. Puis il a vu une petite scène créée à partir de l'un de ses sketchs, et ça l'a convaincu. Et heureusement, parce que j'imagine vraiment personne d'autre dans le rôle. Genre, qui peut être aussi bon? Will Smith? Personnellement, je le trouve incroyable, et c'est sans doute, jusque-là, mon personnage Disney préféré. L'exemple parfait de l'animation au service de la performance, soulignant le boulot de Williams avec brio, le faisant passer de Jack Nicholson à Groucho Marx, le transformant en abeille ou en magicien. J'aime tous ces passages à l'écran, et il est pour moi l'élément qui me fait apprécier un film qui, sans lui, n'aurait pas beaucoup de saveur. Et il n'est pas juste là pour être comique, il a aussi un vrai arc émotionnel. Parce que oui, il est hilarant, généreux, dévoué, mais faut pas oublier qu'en fait, c'est un esclave, lié par la lampe et ses bracelets, sorte de menottes sans chaîne, à son maître. Tout ce qu'il veut, c'est être libre. Et ce désir de liberté, on le retrouve chez Aladin et Jasmine. C'est ce qui les anime et ce qui les rapproche lorsqu'ils se rencontrent, même s'ils aspirent chacun à une liberté différente, puisque dans un sens, l'un veut être à la place de l'autre. Elle veut la liberté de mouvement, de choix, lui veut la liberté qui vient avec la richesse. D'ailleurs, si Jasmine craque pour Aladin, c'est parce qu'il lui offre cette liberté de mouvement, qu'elle n'a jamais eue, lui faisant voir le monde sur son tapis volant. Et à la fin, le génie est libéré de sa lampe, Aladin n'a plus à se soucier de ses finances, et Jasmine est libre d'aller où elle veut, et d'épouser qui elle veut. Jafar, lui par contre, est prisonnier d'une lampe. Et c'est bien fait pour lui, mais il va revenir. Vous inquiétez pas. L'autre thème central qui concerne plus Aladin, c'est l'identité. Trouver qui on est et l'assumer. Aladin est un gamin des rues. Il est pauvre, mais ça ne l'empêche pas de rêver de plus, de mieux. Comme une princesse Disney quoi. Il va se cacher sous son apparence de prince et tenter de s'y tenir le plus longtemps possible. Parce que pour lui, c'est ça qui lui donne de la valeur. Et pas qui il est réellement. Alors qu'on sait tous que l'important, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Surtout si t'as la gueule de Tom Cruise. Et c'est bien sûr en tant qu'Aladin qu'il va réussir à battre Jafar, utilisant sa capacité de baratineur pour obtenir ce qu'il veut, pour se sortir de situations délicates, comme il l'a fait au début, également pour sauver Jasmine. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça va avec ce thème-là. Au début du film, Jasmine s'enfuit du palais déguisée pour aller au marché. Enfin, déguisée, faut le dire vite quoi. Elle a mis une capuche, mais a gardé tous ses bijoux. Effort minimum. Elle aussi cache son identité à ce moment-là, voulant goûter un peu à la liberté du petit peuple. Et apparemment, elle ne connaît pas le principe de l'argent, puisqu'elle offre à bouffer à des enfants mais n'a rien pour payer. Puis elle s'étonne qu'on veuille lui couper la main. Bon ok, ça c'est un peu extrême, et ça fait partie des choses qui sont reprochées au film. Est-ce que c'est raciste, Aladin? Quand j'ai lancé le film sur Disney+, j'ai eu droit
à l'écran qui prévient que le film comporte des stéréotypes. Et franchement, j'ai été un peu surpris. Autant dans Peter Pan, je me souvenais du chef indien, dans La Belle et le Clochard des deux Siamois, mais ici, je comprenais pas vraiment le souci. Et après avoir vu le film et fait quelques recherches, ouais, je vois. Au-delà de certaines phrases dans la chanson d'ouverture qui parlent d'un endroit barbare, ou d'un héros arabe dessiné avec comme inspiration Tom Cruise qui, je pense, n'est pas à moitié libanais, face à des ennemis aux traits et aux voix bien plus typés. Ou Jasmine, première princesse non blanche, pas franchement traitée exactement comme les autres. Mais ce que je trouve le plus intéressant est en fait qu'Agrabah, qui de base était censé être Bagdad, est un mélange de plein de cultures. J'ai par exemple lu que c'était l'équivalent d'un dessin animé basé en Europe, où les gens seraient habillés comme en Russie, à côté de la Tour Eiffel, pendant que dans la rue, des gens dansent le flamenco en parlant allemand. Bon, cela dit, ça m'étonnerait même pas que ça arrive souvent à Paris, ce genre de scène. Plus sérieusement, pour moi, c'est rien de vraiment très grossier, ça démontre plutôt une méconnaissance énorme du terrain, mais je suis pas vraiment représentatif de ceux qui pourraient s'en indigner. Et ils ont changé Bagdad en Agrabah à cause d'un petit truc qui s'appelait la guerre du Golfe. Bon, on va parler d'un truc un peu moins sensible. What else? What else? Ou comment Disney a tenté de capitaliser sur le succès de ce film. C'est le total package pour celui-ci, 2 suites, qui sont cette fois-ci des vraies suites, une série et un remake en live action. Tout d'abord, le retour de Jafar, première suite en vidéo d'un classique Disney ever. Donc oui, d'un côté c'est de sa faute si on a des trucs horribles comme Tarzan et Jane ou La Belle et la Bête 3. Je m'en remets toujours pas. Le film raconte, aux surprises, le retour de Jafar, toujours sous sa forme de génie, libéré par Abysmal, un hors-la-loi lâche et peureux qui en veut aussi à Aladdin. Le cœur de l'intrigue repose sur la loyauté de Iago, qui s'est fait apprécier par Aladdin et sa bande, mais qui craint encore Jafar, dont il pensait être débarrassé. Il va donc trahir les uns et les autres, terminant évidemment dans le bon camp, alors que Jafar est encore une fois battu. Et c'est un peu chiant en fait. Iago n'est pas aussi important ni intéressant que le scénario tente de nous le montrer, le génie a moins d'impact, et Aladdin n'est toujours pas le héros le plus charismatique de Disney. Du coup, pour le troisième film, j'avais très peur. J'avais très peur parce que si c'était comme pour La Belle et la Bête, j'étais prêt à souffrir. Et là, immense surprise. Je dis pas qu'il aurait mérité d'être un classique, ou qu'il surpasse l'original, mais franchement, c'était plutôt très bon pour une suite direct ou vidéo. Et je le conseille totalement. Un scénario prévisible mais bien ficelé, une vraie intrigue qui se sent pas obligé de ramener Jafar une troisième fois, des vrais thèmes, des arcs narratifs convaincants, et de l'action assez intense. Mais surtout, un génie plus drôle et référencé que jamais, passant par tous les Disney possibles, remontant même à Steamboat Willie, puis parodiant Rocky, Rambo, Madame Doubtfire, bref, du génie de Robin Williams comme on l'aime, et en tout cas beaucoup plus que dans le 2. Et il y a une raison très simple pour ça, parce que dans le 2, c'est pas Robin Williams qui fait la voix. Pour le retour de Jafar, c'est Dan Castellaneta qui s'occupe du génie, une voix bien connue puisque c'est le doubleur officiel depuis les années 80 de Homer Simpson. Williams avait refusé de revenir pour la suite parce que Disney et Katzenberg lui avaient un petit peu mis à l'envers. L'acteur avait demandé que son nom et sa voix ne soient pas trop mis en avant dans le marketing du premier film, surtout au niveau des produits dérivés, ceux que Disney n'a pas respectés. Il avait alors annoncé qu'il ne bosserait plus jamais avec eux. Puis Jeffrey Katzenberg est parti, son remplaçant a fait des excuses publiques à Williams, et il a accepté de revenir pour le troisième. Bon, on a fini, non? Et le remake live? Réalisé par Guy Ritchie, ce qui me rend très triste, c'est un remake live action tout ce qu'il y a de plus basique, très en dessous de l'original, zéro prise de risque, aucun changement positif, à part peut-être la chanson de Jasmine et encore, et puis surtout, des différences ridicules, comme son Jafar en carton, ou Will Smith en génie, qui fait tout ce qu'il peut pour que ça devienne son film. C'était très déplaisant et j'ai pas du tout hâte d'en reparler dans une vidéo dédiée, mais ce sera fait. Ouais. Aladdin est loin d'être mon Disney préféré. Ni l'histoire ni le héros ne me passionnent, mais le film est plus que sauvé par son génie. Superbe trouvaille, boulot magnifique des animateurs et de Williams, faisant de lui l'un des meilleurs personnages de l'histoire de la compagnie. Personnage qui aura même inspiré Christina Aguilera, qui déclarera « Ce qui veut dire... Parler de l'un de ses films préférés, c'est jamais facile. Ouais, donc spoiler, il n'y a aucun suspense sur ce que je pense du film. Donc parler de l'un de ses films préférés, c'est jamais facile. Enfin si, c'est facile dans le sens où je pourrais en parler des heures. Mais Le Roi Lion est tellement important pour moi, de par le nombre de fois que je l'ai vu, ou de par le fait qu'il est sûrement resté mon film préféré pendant toute mon enfance, que pour la première fois, face à un cinépop Disney, je ressens une certaine pression.
celle de vouloir faire une vidéo à la hauteur. Et je le dis déjà, comme ça c'est fait, si la vidéo vous plaît, partagez-la, commentez, likez, ça me fera un plaisir dingue parce que c'est sans doute, pour moi, la vidéo la plus importante de la chaîne. Enfin bon, tout le monde s'en fout de mes états d'âme, on est là pour le film, alors on y va. Bon, quand faut y aller... Non, avant ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour la première fois, je peux pas vous parler de livres, de contes ou de légendes, parce que Le Roi Lion, et ça a même été l'un des arguments marketing à l'époque, c'est le premier classique Disney 100% original. Ouais, c'est un peu discutable, mais on en parlera après. L'idée serait apparue lors d'un voyage en Europe, pour la promotion d'Oliver et compagnie, venant surtout de Jeffrey Katzenberg. Ah ben ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé de lui. Enfin après, Katzenberg, il a pas eu une idée incroyable non plus, il s'est juste dit, les gars, si on faisait un film en Afrique? Bah, ok Jeff. Les premières idées étaient un peu différentes, avec une guerre entre les lions et les babouins, Scar en chef des babouins, Timon et Pumba en ami d'enfance de Simba, et Rafiki en guépard. Ouais, ça a un peu changé. Et dans l'histoire du Roi Lion, dans sa production, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer avec le recul qu'on en a aujourd'hui, c'est que personne voulait bosser dessus, ou presque. Au début des années 90, le studio avait deux projets. L'un revenant sur une héroïne amérindienne, une grande fresque pleine de romantisme et contant une part de l'histoire de l'Amérique. Et l'autre, un truc avec des lions qui parlent. Et la majorité des animateurs ont préféré aller bosser sur Pocahontas évidemment. C'est un projet qui leur parlait beaucoup plus, c'était plus en phase avec ce qui avait fonctionné récemment pour le studio. Et puis, comme je vous l'avais déjà dit, beaucoup chez Disney en avaient marre des films avec des animaux qui parlent. Donc, ceux qui se sont retrouvés sur Le Roi Lion, c'était soit ceux qui aimaient vraiment dessiner des bêtes, comme Andreas Deja, à qui on devait avant ça Gaston ou Jafar, qui s'occupera encore une fois du méchant, soit des débutants qui n'avaient pas vraiment le choix. Du coup, un peu comme sur La Petite Sirène, ils avaient quelque chose à prouver. Ils étaient sur le projet le moins ambitieux, le moins important pour la compagnie, ils n'avaient donc pas grand chose à perdre, et ils ont tout donné. Et le futur leur donnera raison, puisqu'encore aujourd'hui, Le Roi Lion, c'est le film 2D en animation qui a le mieux fonctionné de l'histoire. Très très loin devant le deuxième qui est même pas un Disney, Les Simpsons. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Je parlerai de certains détails pendant le film, mais ça y est, on se replonge dans nos souvenirs d'enfance. À toi les bohèmes. Je peux malheureusement pas laisser beaucoup plus parce que sinon Disney va striker la vidéo, mais rien qu'avec ces quelques secondes, je suis sûr que beaucoup ont la chair de poule et la nostalgie qui monte. Cette intro, c'est peut-être la meilleure intro de l'histoire du cinéma, ou en tout cas, elle est dans la discussion, avec celle d'Inglourious Basterds, du Soldat Ryan, du Dark Knight, d'Halloween, du Parrain, ou si on veut rester dans l'animation, mais partir sur un mood totalement différent, de là-haut. Et on parlera de l'un de ces films à la fin du mois, pour Halloween. Ouais. Gros suspense. On va profiter de cette ouverture culte pour parler un petit peu de l'un des points forts du film, sa musique. Le score est l'œuvre de Hans Zimmer, et côté chanson, on retrouve le parolier Tim Rice et Elton John à la composition. Et avant de proposer ça à Elton John, Rice avait pensé à un groupe avec qui il avait déjà travaillé avant. ABBA. Ouais, je crois que le film n'aurait pas été le même. On peut dire sans trop se mouiller que c'est la plus grande bande originale faite pour un classique Disney. Et je parle pas que des chansons. Parce qu'évidemment, que l'histoire de la vie, Soyez prêts, Je voudrais déjà être roi ou L'amour brille sous les étoiles sont cultes. Bien sûr que Hakuna Matata est encore l'une des chansons Disney les plus connues aujourd'hui, même si elle est insupportable à la longue. Faut être honnête, on l'a beaucoup trop entendue et j'imagine même pas ce que ça devait être pour les parents à l'époque. Donc vraiment, maman, je suis désolé. Mais ce que j'aime le plus, je pense, avec le temps, c'est le travail de Zimmer, accompagnant chaque scène, parfois discrètement, parfois avec une force dingue, utilisant son talent pour mettre l'emphase sur les ressentis de ses personnages, puisant dans son passé pour parler du deuil de Simba, puisqu'il a lui aussi perdu son père assez jeune. Et cette sincérité se ressent, nous met à la place de son héros, même si on ne sera jamais un lion qui parle à son père dans les nuages. Et j'ai cité rapidement un nom avant de commencer, celui de Les Bohèmes, que vous ne connaissez peut-être pas. Et pourtant, il est tout aussi important ici que Elton John ou Tim Rice, puisque c'est par exemple lui qui a écrit et qui chante cette fameuse ouverture en zoulou, dans ce qui est, d'après la légende, la première et seule prise qu'il ait faite chez Hans Zimmer, juste à temps avant que les producteurs n'arrivent pour écouter l'intro. Bon après, on croit Hans, on croit pas Hans, c'est vous qui voyez, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat, il est incroyable. Il s'occupera aussi de diriger les chœurs qu'on entend dans plusieurs moments du film, et il bossera encore avec Disney, puisqu'il collaborera sur les suites du Roi Lion, sur Dinosaure ou sur Atlantide. Bref, ça me semblait important de mentionner Les Bohèmes qu'on oublie beaucoup trop souvent quand on parle de la musique du Roi Lion. Mais d'ailleurs, cette intro,
Vous vous êtes pas demandé ce que ça voulait dire? Ce chant puissant, ça doit raconter des choses puissantes, non? À la base, oui, les paroles étaient politiques, claires et même violentes. Disney trouvait ça super, et puis ils ont vu la traduction. Du coup, il a fallu faire quelques modifications, et dans le produit final, la chanson peut se traduire par « Oh, un lion arrive, père, oui, c'est un lion ». Ouais, beaucoup moins politique. Bon, on continue? Tous les animaux se réunissent pour accueillir le nouveau petit prince, baptisé puis présenté au monde, et à Dieu aussi apparemment, par Rafiki, sorte de prêtre ou grand sage du règne animal. La musique se termine, et... C'est aussi simple qu'efficace, on a rencontré le roi, sa femme et le petit prince, Zazu et Rafiki. Les images sont magnifiques, la musique est mémorable, et après 4 minutes 30, on sait qu'on est déjà potentiellement devant quelque chose de très grand. Scar, le frère du roi, n'était pas là pour la présentation de Simba, voyant ses chances d'accéder au trône baisser significativement maintenant que le roi, Mufasa, a un héritier. Enfin, en même temps, les lions, ça dort, ça mange et ça baise. Donc il y a un moment où il y a un petit qui allait arriver, enfin c'est pas une surprise non plus, Scar. Bon, le Scar, il fait même pas semblant de ne pas être le méchant de l'histoire, commençant par torturer une souris, puis presque gober Zazu et menacer son frère. Il n'y aura pas énormément de vraies confrontations entre les deux puisqu'ils ne se croiseront plus avant la scène des gnous, mais la dynamique est claire, avec le petit frère, plus frêle mais plus malin, jaloux et prêt à tout pour arriver à ses fins. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez de la chance. Enfin, pas vraiment, puisque Disney a annoncé qu'ils allaient faire un préquel à leur remake live-action qui se concentrera sur la jeunesse de Mufasa. Ouais. Bon, petite ellipse, et Simba est maintenant un lionceau curieux et plein d'énergie. Le genre qui réveille ses parents à 6h du mat, le week-end pour aller mater le lever de soleil. Et vu qu'il a la haine de cette levée si tôt, Mufasa décide de raconter des trucs beaucoup trop compliqués pour un gosse. Le devoir d'un monarque va au-delà de sa volonté d'agir. Non, c'est vrai? J'adore parce qu'il répond « Non, c'est vrai », alors qu'en fait dans sa tête ça doit être comme ça. Et il raconte aussi pas mal de conneries. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. Ouais, franchement, pas sûr que les antilopes voient ça de la même façon quand t'es en train de bouffer leur gamin. Ok, t'as mangé Brian, ben moi je vais aller manger tes grands morts, transformés en herbe, tu verras. Ouais, on n'est pas trop sur le même impact. Mais de toute façon, Mufasa, en tant que roi, c'est un peu un connard. Parce que dans son petit discours du matin, il va dire à son fils de ne surtout pas aller là-bas, dans l'ombre. Alors déjà, l'ombre en général, ça se déplace, et si Simba ne se promène que au soleil en plein milieu de l'Afrique, il va se taper une solide insolation, mais surtout, ça montre que la politique du roi est loin d'être juste, puisque dans cette zone vivent les hyènes, enfermées là-bas, comme dans un ghetto, interdites d'entrer sur son territoire, de chasser sa nourriture, condamnées à rester sur des terres arides et pauvres. On pense toujours que c'est Scar qui les a retournés contre Mufasa, mais en fait, il a fait ça tout seul. Et du coup, l'imagerie très Troisième Reich de Soyez prêts n'est pas là pour rien, puisque Scar réunit un peuple appauvri, en colère, et donc facile à manipuler. Et si on imagine que Mufasa a globalement été un enfoiré avec Scar pendant sa jeunesse, il a en fait créé lui-même tous ses ennemis. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures. Sauf les hyènes, elles, c'est des salopes. Alors que Mufasa va justement chasser quelques hyènes qui ont osé pénétrer leur terre, Simba retourne chez lui, se plaindre à son oncle. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que Simba il comprend pas encore le sarcasme. Rusé, Scar laisse échapper que l'endroit que son père ne veut pas qu'il visite est en fait un cimetière d'éléphants, que seuls les plus courageux osent y aller, mais lui fait promettre de ne jamais s'en approcher. Du coup, évidemment, il y va dans la seconde, avec sa meilleure amie, Nala. Vu qu'ils sont accompagnés par Zazu, et qu'il faut s'en débarrasser, Simba chante une chanson où il souhaite que son père décède. Bah oui, je vous apprends rien, il voudrait déjà être roi, et pour qu'il soit roi, il faut que le roi actuel meure. Et en plus, il veut être roi pour des mauvaises raisons. Les mêmes raisons pour lesquelles, en général, les enfants veulent être adultes le plus vite possible. Faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Je veux faire ce qui me plaît. Zazu coincé sous le cul d'un rhino, ils filent au cimetière, où ils sont accueillis par, quelle surprise, des hyènes. Heureusement pour eux, elles aiment jouer avec leur nourriture, et ça laisse le temps à Mufasa d'arriver, sauvant tout le monde. Il est très en colère. Je dois parler à mon fils. Il a besoin d'une leçon. Leçon qui dure tout de suite 30 secondes, après ça il se marre et recommence à lui raconter des trucs bizarres, à base de roi dans le ciel. Ouais, un truc qui reviendra sûrement jamais dans le film. En vrai je déconne, mais c'est une scène magnifique, avec l'envolée musicale de Zimmer, et le dialogue très touchant entre un père et son fils, qui devient déchirant quand on sait qu'en fait,
c'est le dernier beau moment qu'on les verra partager à l'écran. Parce que c'est maintenant que ça devient plus sombre, avec d'abord la meilleure chanson du film, qui est en fait une sorte de « Je voudrais être roi » en plus honnête. Soyez prêts, c'est Scar qui gagne le soutien d'une armée de hyènes, leur promettant de la bouffe à volonté s'il prend le pouvoir, et leur assurant qu'à l'opposé, si Mufasa reste roi, elles mourront de faim, utilisant la peur et l'espoir pour avoir leur faveur. Et c'est très proche de « Je voudrais déjà être roi ». Déjà dans son thème, évidemment, cette volonté de remplacer Mufasa, mais aussi visuellement, avec Scar et Simba qui ont le même genre d'attitude, et terminent leur chanson tout en haut, dominant les animaux qui les entourent. Scar est en fait le genre de roi que Simba aurait pu devenir s'il avait gardé la même mentalité. Allez, sortez les mouchoirs, c'est l'heure. Scar prépare le terrain, disant à Simba que son père a une surprise pour lui, et qu'il doit attendre, là, sur son rocher. Il est tellement confiant qu'il se permet même des jeux de mots. Je vais l'aimer, ma surprise. Bien sûr, à en mourir. Tout le monde sait ce qui se passe ensuite, les hyènes font paniquer les gnous, ils dévalent la pente, il y a ce putain de travelling compensé génial sur Simba, Mufasa vient à son secours, réussit à le mettre à l'abri, il remonte tant bien que mal, longue vie au roi, chute, mort. Jusque-là, ok, la scène est parfaite, mais c'est ce qui arrive après qui va le distinguer de toutes les autres morts chez Disney. La différence, c'est qu'ici, on voit le corps, on voit le cadavre de Mufasa, et son fils qui le supplie de se réveiller, renvoyant à leur première scène ensemble. Quand il se rend compte, en même temps que le spectateur, qu'il ne se relèvera pas, il est dévasté. Et l'arrivée de Scar, qui l'accuse et lui met toute la responsabilité, c'est d'une dureté folle, et encore plus pour nous, adultes ou enfants, qui savons très bien que Simba n'est pas coupable. À ce moment précis, Scar devient le personnage de fiction qu'on déteste le plus en tant que gosse. Certains sont meilleurs sur l'ensemble de leur film, mais dans ce passage, c'est de la pure haine qu'on ressent pour Scar. Il dit à Simba Pars très loin et ne reviens jamais. avant d'envoyer les hyènes finir le travail. Mais comme elles sont nulles, il s'en sort. Perdu au milieu du désert, il est retrouvé par un couple de chômeurs pétomanes qui vont lui apprendre à bouffer des vers et à ne pas se soucier du monde qui l'entoure. En gros, Timon et Pumba, c'est ça, hein. Et même si on peut avoir du mal avec les deux personnages, trouver leurs chansons énervantes ou ne pas aimer les blagues à base de prout, leur force, c'est de ne pas simplement être des comic relief, mais d'avoir un réel intérêt dans le récit. Parce que c'est avec eux que Simba va en fait vivre ce qu'il voulait vivre depuis le début, ce pourquoi il voulait déjà être roi. Une vie sans contrainte, où il fait ce qu'il veut, sans devoir rendre de compte à personne. Le genre de vie qu'il est fréquent de vouloir après avoir vécu un événement traumatique. Genre voir ton père se faire piétiner à mort, je crois qu'on est sur un truc assez traumatique. Mais ça ne pouvait pas durer toute sa vie, même si bon, apparemment il y a quand même quelques années qui sont passées, et la réalité finit par le rattraper, sous la forme de Nala, son ami d'enfance. Ils sont tout d'abord contents de se revoir, puis se rendent compte qu'avec le temps qui a passé, leurs hormones se sont développées, et jouer à se sauter dessus procure des trucs bizarres. Finalement, l'idée qu'avait Zazu qu'il se marie, c'était peut-être pas si con que ça. L'amour brille sous les étoiles, les yeux de biche, tout ça c'est très beau, mais il y a quand même un royaume à sauver. Nala lui rappelle donc son devoir, son destin, mais Simba ne veut rien entendre. Lui, il est bien là à se laisser pousser la crinière et à bouffer des larves avec ses potes. Puis bon, ça il ne le dit pas, mais son père est mort à cause de lui, et donc il est moyennement chaud d'aller confronter tout le monde. Et c'est d'autant plus grave pour lui qu'en fait, inconsciemment, il l'avait souhaité cette mort. Mais Nala n'est pas la seule à essayer de le ramener à la raison. Et heureusement, parce que ça n'avait pas été très efficace, alors qu'il s'apitoie sur son sort, il tombe sur Rafiki, qui apparemment ne vient que pour les baptêmes, puisqu'il ne l'a jamais vu, et il lui parle de son père, lui dit qu'il le connaît, qu'il vit encore en lui. Mufasa apparaît alors dans les nuages, et rappelle à Simba qui il est et ce qu'il doit faire. C'est sans doute parce que Zimmer met énormément de lui-même, de par la perte de son père, que les scènes entre Simba et Mufasa sont les plus belles du film, et les plus intenses musicalement. Parce qu'ici, encore une fois, c'est une masterclass. Dans cette scène, j'ai vu certains se demander pourquoi est-ce que Mufasa ne dit pas à Simba que c'est Scar qui l'a tué. Alors, deux choses. Déjà, c'est une scène assez courte, qui doit l'être pour rester percutante. Ça pouvait pas devenir une grosse scène de dialogue entre les deux du style « Mais enfin Simba mon con, qu'est-ce que tu fous là à bouffer des insectes ?»« Mais papa, c'est bon, un peu gluant, mais appétissant. »« Arrête tes conneries, une bonne antilope, y a que ça de vrai. T'es un homme ou quoi ? Après on va nous interdire les barbecues, c'est ça ? Quoi ? Alors déjà... Et puis, merde Simba, je me suis pas fait buter par mon frère pour que mon fils devienne une gaz... Attends quoi ? Buté par qui ? Ah, vous avez compris l'idée quoi, la scène aurait perdu beaucoup de sa force. Et puis surtout, pour moi, c'est pas vraiment une apparition. Non, pour moi, tout ça, c'est dans la tête de Simba. Parce que comme Rafiki lui dit... Il vit en toi. Et tout ça n'est en fait qu'un dialogue intérieur. Il se rappelle les paroles de son père, il sait que les rois précédents sont là à l'observer, et il se souvient de qui il est et de ce qu'il doit faire.
Bien entendu, l'imagerie grandiose rend la scène plus forte, mais pour moi, ce n'est que la mise en forme de ce qui se passe dans la tête de Simba, après qu'il ait eu ces deux rappels, par Nala et Rafiki. Rafiki qui en profite pour lui donner une petite leçon très simple. Le passé peut faire mal, oui, mais tu peux soit le fuir, soit en tirer des leçons et avancer. Simba a fui trop longtemps, il est temps d'affronter ce passé. Et c'est là que le nom de Scar prend tout son sens. Alors oui, entre Scar, la cicatrice qu'il porte aussi sur le visage, et Mufasa qui veut littéralement dire roi, on peut se dire que les parents avaient peut-être une petite préférence pour leur premier fils. Mais il y a de grandes chances pour que Scar ne soit en fait qu'un surnom, donné après qu'il se soit fait sa cicatrice à l'œil, et pas son nom de naissance. Mais j'imagine que tout ça sera expliqué dans le live action, centré sur la jeunesse de Mufasa, qu'on attend tous avec une grande impatience. Scar, c'est la cicatrice que Simba doit vaincre. Parce que finalement, une cicatrice, c'est rien d'autre que le souvenir d'une blessure. Et Simba ne pourra pas recommencer à avancer tant que cette blessure sera présente. Disney aime bien parfois jouer avec les noms comme ça. Comme dans Lilo et Stitch, Stitch c'est en fait le point de suture qui vient recoller la famille. Ou comme dans Bambi, où Pampan est là pour lui rappeler le bruit qu'il a entendu juste avant la mort de... Non, peut-être pas en fait. Il retourne donc chez lui, retrouvant une terre presque morte, représentation du règne de son oncle, et confronte Scar, qui commence par lui faire avouer qu'il a tué son père, avant de, comme tout bon méchant, se cramer tout seul une fois qu'il pense avoir gagné. Simba lui fait dire la vérité, c'est la bagarre entre les lions et les hyènes, jusqu'à ce que Scar, s'enfonçant encore plus, tente de retourner tout le monde contre les hyènes, ce qu'elles ne prennent pas super bien. Les méchants meurent dans les flammes, le cycle de la vie reprend son cours normal, l'herbe repousse et les animaux reviennent, sûrement heureux de redevenir de la bouffe pour le roi. Simba et Nala donnent naissance à une suite, et c'est fini. Et autant je peux comprendre qu'il y ait des idées ou des personnages qu'on n'aime pas, autant je pense que le Roi Lion sera toujours mon Disney préféré. Déjà, comme je l'ai dit, ça a été mon film préféré pendant toute mon enfance. Je le regardais tout le temps, j'ai même eu une série de cassettes audio avec plein d'histoires autour du film, j'ai eu les disques de la musique, bref, j'ai un lien très fort avec le Roi Lion. Mais même sans ça, je pense que si je le découvrais aujourd'hui, je serais tout autant émerveillé. Mais vu qu'il y a quelques défauts pour certains, on va commencer par là. Bon, on va directement mettre au placard les questions de racisme parce que les hyènes sont doublées par des acteurs issus de minorités. On est devant un film où le grand roi gentil est doublé par James Earl Jones et le méchant par Jeremy Irons. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et puis oui, d'accord, si on prend le film au pied de la lettre, on est devant un pur produit royaliste, où tous les sujets viennent se prosterner devant leur souverain, qui viendra un jour les bouffer. Pour répondre à ça, je dirais que c'est pour moi un peu mis en cause par le film, avec les agissements de Mufasa qui mènent à sa mort, erreur qui sera aussi commise par Simba dans la suite, et puis dans la réalité, ce sont des choses qui arrivent encore en fait. Bon ok, tous les rois et reines ne mangent pas leur sujet, ou alors on n'est pas au courant, mais il y a encore des pays très dévoués à leur famille royale. Regardez en Angleterre, certains ont fait des dizaines d'heures de fil pour aller voir le cercueil de la reine. Alors ouais, perso, ça me choque pas de voir ce qu'on pourrait appeler le petit peuple se réunir pour la naissance du nouveau prince, par exemple. Et il y a un sujet que j'évite un peu depuis le début, c'est la question de l'originalité du film. Vendu comme le premier classique totalement original, il est pourtant assez facile de trouver des exemples d'histoires qui y ressemblent fort, à commencer chez Disney par Bambi. Mais évidemment, ça lorgne très fort vers Shakespeare et son Hamlet, entre autres, directement référencés d'ailleurs, ou vers la Bible et les histoires de Joseph et Moïse. Mais il y a un autre média, un manga et un animé, avec lequel le Roi Lion a quelques petits points communs. Le Roi Léo, vous en avez sûrement déjà entendu parler, et la plupart du temps, j'imagine, en comparaison avec le Roi Lion, disant que Disney a tout copié ou presque. Et quand on prend les images comme ça, sans contexte, ouais, difficile de ne pas voir les similitudes. Et il est assez impensable qu'il n'y ait eu aucune inspiration, surtout que la série animée date des années 60, et devait passer à la télé quand la plupart des animateurs étaient enfants. Matthew Broderick, qui doublait Simba adulte, pensait même que le Roi Lion était en fait une adaptation de l'œuvre, qu'il aimait beaucoup quand il était gosse. Pour autant, ça n'a jamais été assumé par Disney, et de son côté, la compagnie japonaise n'a jamais porté plainte. D'après certains, ce serait parce que, vu que le manga d'origine et son créateur, Osamu Tezuka, avait été grandement inspiré par Disney, c'était vu comme un honneur d'avoir pu contribuer d'une certaine façon au Roi Lion. Enfin ça, je pense que c'est surtout la réponse polie. Parce qu'en vrai, financièrement, s'ils étaient partis en procès, ils se seraient fait bouffer par Disney. Du coup, ça dissuade. Et puis, comme l'ont noté des vidéastes qui se sont penchés sur la question en particulier, comme Le Clap ou Your Movie Sucks, au-delà de ces rappels visuels évidents, l'histoire globale n'est pas comparable. Genre, dans l'animé, Kimba communique avec les humains, et il y a des dinosaures, alors oui, il y a des ressemblances, mais ce n'est pas un immense plagiat de A à Z non plus. Mais donc, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder la vidéo de Le Clap,
ou du clap, qui fait bien le tour du sujet, en plus de donner très envie de découvrir le film, sorti lui aussi dans les années 90. Le Roi Lion n'est donc pas le film le plus original du monde, mais il a su aller chercher les inspirations à droite et à gauche, bien les mélanger, et faire un produit final incroyable. Et est-ce que c'est pas ça le plus important ? Puis le Roi Lion comporte aussi des messages forts, et non, je parle pas d'Hakuna Matata. Parce que c'est bien de vivre sans souci, d'herbe et de paix, mais le film est assez clair, c'est pas une façon de vivre qui peut tenir sur la longueur. À un moment, il faut affronter la réalité, la vie, le passé. Le Roi Lion nous dit, en fait, que oui, dans la vie, il arrive des choses horribles. La mort est inévitable et laisse un grand vide. Mais ce n'est pas en faisant comme si ça n'avait jamais existé qu'on avance. Oui, parfois la vie c'est de la merde. Et il faut faire avec, se bouger, confronter ce qui ne va pas, pour en ressortir grandi. Et quand t'arrives à faire passer un message comme ça dans le même film où t'as un facochère qui pète, je pense que c'est que tu fais quelque chose de bien. Mais d'ailleurs, l'humour ne se résume pas à ça. Perso, il y a plein de moments que je trouve très drôles, comme Ed qui se bouffe la patte, Zazu qui chante, Ah, comme le monde est petit. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. ou ce passage de Rafiki. Tu es le fils de Mufasa. Adieu. Et en vrai, Timon et Pumba, ils sont pas si horribles que ça. Les acteurs ont beaucoup enregistré ensemble, ce qui leur a permis d'improviser, et ça donne une dynamique excellente au duo, qui s'améliore même au fil des films et des séries. Mais est-ce que ce serait pas une transition parfaite pour parler des suites ? Alors oui, mais non, parce que je vais faire mieux que ça. La vidéo ayant déjà dépassé les 20 minutes, j'ai décidé de revenir sur les suites, donc Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, et Le Roi Lion 3 ou Le Roi Lion 1,5, dans des petites vidéos dédiées. Parce que j'ai pas mal de trucs à dire dessus, et si je me lance dedans, déjà la vidéo va faire 40 minutes et c'est beaucoup trop long, et en plus, elle sera jamais prête à temps. Parce qu'en fait, aujourd'hui, samedi, enfin si vous regardez la vidéo le jour où elle est sortie, je suis parti à Lyon pour couvrir le Festival Lumière pour la chaîne YouTube. Et si j'ai pu le faire, c'est grâce à vous. Et je voulais en profiter pour vous remercier, parce que sans vous et sans la très belle progression de cet été, ça aurait pas été possible. Donc, merci. Je ferai une vidéo récap quand je reviens, je parlerai évidemment de tous les films que j'ai vus là-bas, mais si vous voulez suivre ça en direct, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux, donc Insta, Twitter, TikTok. Tous les liens sont en description, ou au pire vous cherchez Cinépop, vous me trouverez. J'aurais pu parler du musical aussi, l'un des plus gros succès de Broadway de tous les temps, mais je compte aller le voir un jour, donc on en parlera à ce moment-là. Ça sera plus à propos. On va donc clôturer la vidéo ici, mais ne vous inquiétez pas, on reparlera très vite du Roi Lion avec ses deux suites, et bien sûr le live action. Ouais, celui-là, croyez-moi, je vais pas le louper. Au niveau de la note, vous vous en doutez, on est sur du très haut, avec un 19,5 sur 20, et c'est évidemment le meilleur Disney que j'ai traité en Cinépop depuis le début.